militaire à la guerre du Sud-Vietnam? Non. Parce que vous savez que le peuple vietnam, c'est un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont fait une guerre d'agression, comme qui dit, c'est une guerre non déclarée. Et, comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas, bien, mondiale, que plus la guerre prolonge, plus les Américains sont lésés, hein, et plus ils supportent des échecs, comme vous savez récemment, n'est-ce pas. Par conséquent, la guerre ne peut pas durer éternellement. Et je suis très heureux que les politiciens haut placés français ont reconnu cela. Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit? Arbitrer, qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitraire? Nous ne sommes pas des équipes de football. Hein? Mais au-delà des accords de Genève, si je ne me trompe, une idée du général de Gaulle est la neutralisation de tout le sud-est asiatique. Est-ce que c'est une idée qui vous semble intéressante? Comme j'ai déjà dit quelquefois, c'est une idée intéressante. Mais ça dépend encore de la volonté de ces peuples et la manière comment on procède à réaliser. C'est une grande question, n'est-ce pas? Et je ne peux pas dire que je suis d'accord. Et je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Mais parce que vous dites, par exemple, vous dites fleurs. Fleurs, il y a beaucoup de sortes de fleurs. Il y a des roses, il y a des blanches, des rouges, etc. Et il y a qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons. Mais on dit fleurs. Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin qu'au cours de notre voyage au Nord-Vietnam, que l'influence française était devenue à peu près inexistante dans votre pays. Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer une sorte de rôle culturel ici. Avec la France surtout et avec tous les autres pays. Nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n'est-ce pas, que la France ait l'influence qu'elle avait avant. C'est une autre chose. Naturellement, c'est une autre époque. Mais coopération culturelle, économique, qu'est-ce qu'il y a encore, sportive par exemple, etc., n'est-ce pas, nous le désirons. Si la guerre se cristallise au sud et se poursuit encore pendant quelques années, pensez-vous que l'avenir économique du Nord-Vietnam soit viable? Je suis sûr que c'est non seulement viable, mais ça progresse. Parce que vous avez vu vous-même, vous avez constaté vous-même qu'ici, nous travaillons beaucoup, notre peuple travaille beaucoup, avec abnégation, n'est-ce pas, et avec dévouement, avec enthousiasme. Et d'un côté, nous travaillons pour, comment dirais-je, pour principalement, n'est-ce pas, de nos propres forces, de nos propres. Et aussi, nous avons, n'est-ce pas, l'aide fraternelle des pays socialistes, n'est-ce pas. Alors, nous, jusqu'ici et après cela, n'est-ce pas, nous avons déjà réalisé des progrès. Pas très grand comme nous voulons, mais nous avons réalisé des progrès. Et dans l'avenir, nous progressons de même. Mais vous mentionnez l'aide des pays socialistes. Est-ce que cette aide ne s'est pas trouvée légèrement compromise à la suite du conflit idéologique entre la Russie et la Chine? Non, parce que ces questions, n'est-ce pas, différences idéologiques entre nos différents partis frères, c'est nos affaires intérieures. Ça passera. Et l'unité, ça se fera. Mais l'aide fraternelle continue et continuera. Et c'est très précieux pour nous. Bien sûr. Mais certains ont l'impression chez nous, Monsieur le Président, que le Nord-Vietnam se trouve actuellement assez isolé, asphyxié même, et que politiquement, il pourra difficilement éviter de devenir une sorte de satellite de la Chine.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Jamais. Madame la ministre, 4 gouvernements vont signer l'accord de cessez-le-feu, dont 3 gouvernements vietnamiens. Est-ce que cela veut dire qu'il y a 3 Vietnams désormais? Vous savez que le Vietnam est un depuis des siècles. Et cette vérité reste pour toujours. Mais nous avons une situation particulière qui nous fait que, pour le moment, le Sud-Vietnam n'est pas encore unifié au nord. Et qu'au Sud-Vietnam, il y a 2 administrations. C'est pourquoi l'accord doit refléter cette situation réelle. Et on annonce pourtant que le GRP va avoir une capitale. C'est déjà une démarcation importante. Mais vous savez que nous avons toujours une zone libérée dans laquelle notre gouvernement exerce son rôle. Maintenant, je crois que la question est de rendre public le lieu où se trouve notre gouvernement. Et nous le ferons une fois le cessez-le-feu décrété. Est-ce que officialiser justement cette capitale, ce n'est pas reconnaître qu'il existe au sud 2 Vietnams, c'est-à-dire 2 gouvernements, 2 administrations réellement indépendantes l'une de l'autre? Vous savez que la situation actuelle est une situation provisoire, temporaire. Nous devons nous acheminer vers les élections libres et démocratiques au Sud-Vietnam pour déterminer du régime du Sud-Vietnam. Et à ce moment-là, nous aurons un seul gouvernement. Justement, comment voyez-vous les élections? Comment les concevez-vous maintenant? Vous savez, dans l'accord, on a parlé des élections générales, mais nous n'avons pas encore précisé qu'est-ce qu'on va élire. Cette question sera discutée et réglée entre les 2 parties du Sud-Vietnam. Mais notre position est que pour réaliser le droit de la population du Sud-Vietnam à l'autodétermination, il faudra élire une assemblée constituante et de là déterminer si on doit élire un président ou bien... Alors nous parlons, on se bat encore au Vietnam? Oui, en ce moment on se bat encore parce que l'accord n'est pas encore signé et le cessez-le-feu n'est pas encore exécuté. Le grand espoir, eh bien, je pense que l'accord de paix que nous allons signer répond aux aspirations profondes de notre peuple et aussi répond, répond aux espoirs du GRP. J'ai noté, Madame la Ministre, que vous avez dit cet accord de paix. Pour les Sud-Vietnamiens, le cessez-le-feu n'est pas tout à fait la paix. Pour nous, le cessez-le-feu, c'est une chose très importante, mais dans l'accord, il n'y a pas seulement le cessez-le-feu, il y a autre chose. Et si on applique strictement les clauses de l'accord, je pense que nous pourrions avoir une paix véritable et durable. Les camps de rééducation. Những trại cải tạo mà tôi nhắc tới trong 2 cuộc phỏng vấn trên truyền hình và trong cuộc phỏng vấn của tôi với báo Le Monde mà tôi gọi là trại phục hồi là sự thể hiện cực kỳ nghiêm túc quan niệm nhân quyền của chúng tôi. Thực là như vậy, tôi tin chắc. Tôi đang nỗ lực đạt được điều đó. Tôi mong muốn rằng những người này, những người đã phạm phải tội ác tày trời, những người mà ở những nước khác, chính quý vị ở đây, ngay sau khi được giải phóng khỏi Đức Quốc xã, biết chuyện gì đã xảy ra. Những người này chúng tôi cho họ một cơ hội để trở lại làm người, trở lại đời sống bình thường, tham gia vào cộng đồng cả nước như bao người. Các người còn đòi hỏi gì nữa? Và chính những người này cũng đồng ý với chúng tôi.
Những trại, những trung tâm cải tạo này đã trả tự do cho hàng trăm ngàn người như vậy. Họ đã trở về nhà. Bây giờ vẫn còn một nhóm nhỏ. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để họ có thể lấy lại được quyền con người của mình. Vous avez demandé, posé une question sur le potentiel, n'est-ce pas, de la résistance. Je serai bref sur la question. Je vous dirai des généralités précises, ou comme vous voulez, n'est-ce pas, des précisions générales. Eh bien, la République démocratique du Vietnam a même absolument, n'est-ce pas, d'assurer sa défense, assurer la défense, et d'écraser, n'est-ce pas, n'importe quel agresseur impérialiste. La principale force de notre armée réside dans le moral, dans l'esprit combatif du soldat et dans le soutien illimité de la population. Et puis, dans la technique. Deux facteurs. Le facteur primordial, le facteur moral. Alors nous sommes fiers, n'est-ce pas, du moral élevé de notre armée. Maintenant aussi. Mais certains pensent en Occident que vous, personnellement, continuez à inspirer la stratégie du Viet Cong. Est-ce que c'est vrai? Viet Cong, c'est... Viet Cong, vous parlez Viet Cong, c'est-à-dire... La résistance du Sud. La résistance du Sud. La résistance du Sud, n'est-ce pas, c'est la population du Sud, n'est-ce pas, qui mène la résistance, n'est-ce pas? Alors la population du Sud, n'est-ce pas, a l'expérience de 10 années de guerre contre le corps expéditionnaire français, n'est-ce pas? Alors maintenant même certains journalistes français, n'est-ce pas, et certains hommes politiques français donnent des conseils aux Américains, n'est-ce pas, que ça, n'est-ce pas, ne sera jamais résolu par la voie de la guerre. Alors vous comprenez que notre population, n'est-ce pas, était